Salut à tous, c'est Loïc Geoffrey de Vinstache, et aujourd'hui, on retombe en enfance. ここまでやるとはね。僕に誇りをつけたのは親以外では君が初めてだよ。生まれて初めてかもしれないな。こんなにワクワクするのは。どうやって料理しようか。Mais pas que. Bon, les loulous, avant de commencer, j'avais juste deux petites annonces à vous faire. En effet, pour fêter le grand retour de Cépage Sorcier après plus de 18 mois d'absence, j'ai décidé de vous proposer en exclusivité mondiale la toute première Cépage Sorcier boîte qui se compose de 3 vins issus, vous vous en doutez, de l'unique cépage Gamay Noir. Et pour l'occasion, j'ai réalisé sur ma chaîne secondaire une petite vidéo de présentation. L'autre grande nouvelle, c'est que la Vinstache boîte du premier J'irai trinquer chez vous est de retour en édition 1.2019. Là encore, vous trouverez sur ma chaîne secondaire 2 vidéos où Fred et PJ vous expliquent la différence entre les 2 années. Ceci étant dit, j'avais prévu à la base de vous sortir cet épisode pour le 3e jeudi du mois de novembre 2018. Voilà, date qui correspondait bien évidemment à la sortie d'un certain vin primeur au doux nom de Beaujolais Nouveau et qui est réalisé à partir d'un certain cépage... Ah, attends, l'artiste. J'ai déjà vu ton épisode consacré au Nouveau, et donc oui, je sais que les Gamay donneront naissance à un célèbre vin primeur issu d'une région chère à ton cœur, puisqu'une dizaine de générations de Geoffrey sont enterrées dans un cimetière où les croix sont penchées, mais que l'on soit bien d'accord, tu ne vas pas encore nous faire un épisode dédié uniquement au Beaujolais. Eh bien écoute, chère astuce vue et revue sur YouTube du personnage qui se parle à lui-même via un habile procédé du swap color, et franchement, il faut arrêter de faire ça, tout le monde le fait depuis près de 10 ans. Sache qu'outre ce procès d'intention fort peu cavalier que tu me fais, eh bien non, on ne va pas parler que du Beaujolais, puisque le Gamay est un cépage présent dans de très nombreux autres vignobles français tels que la Savoie, le Sud-Ouest ou encore la Loire. De plus, globe-trotter dans l'âme, il a conquis de nombreux autres pays tels que la Suisse, le Canada, la Turquie ou même encore l'Argentine. Tu peux donc continuer le visionnage de cet épisode l'esprit tranquille. Bref, comme le dirait si bien un DJ d'une discothèque de campagne, allez les filles c'est parti, on lève les bras, ça fait pousser les seins, puisqu'aujourd'hui, on va parler du Gamay. Donc, le Gamay est un cépage noir originaire de la Bourgogne, et, bien que l'on ne connaisse son lieu exact de naissance, l'une des hypothèses les plus probables est qu'il proviendrait du hameau de Gamay, implanté dans la commune de Saint-Aubin. Charmante petite commune, elle-même située à quelques encablures de célèbres villages viticoles tels que Puligny-Montrachet, Chassaigne-Montrachet ou encore Santenay. C'est donc proche de ces terroirs ô combien réputés qu'il serait né d'un croisement entre le mondialement célèbre Pinot Noir et le pas du tout mondialement célèbre Gouais Blanc, cépage ayant aujourd'hui quasiment disparu. Mais des 2 parents, il faut croire que c'est de ce dernier dont il a hérité de la réputation, puisque le 31 juillet 1395, le duc Philippe II de Bourgogne, plus connu sous le nom de Philippe le Hardi, se fendait d'un tweet lapidaire où il expliquait qu'il fallait extirper, détruire et mettre à néant jusqu'à Mâcon le très mauvais et déloyal plan de Gamay, duquel vient très grande abondance de vin. Lequel vin est de telle nature qu'il est moult nuisible à créature humaine, car il est plein de très grande et horrible amertume. Ainsi, les plants de Gamay de la Côte d'Or furent arrachés pour être ensuite replantés dans le sud bourguignon, et principalement dans le vignoble du Mâconnais, lui-même frontalier du Beaujolais. Vignoble du Beaujolais quasi inexistant à cette époque, puisqu'ayant connu son essor à partir du XVIIe siècle. Et, on ne va pas se mentir, depuis cette interdiction de Philippe le Hardi, qui, en réalité, craignait surtout que le Gamay ne concurrence le moins productif cépage Pinot Noir, et bien notre intéressé du jour se coltine, n'en déplaise à Brassens, une bien mauvaise réputation. Au point qu'en 2010 encore, il n'était que la 17e variété de raisin noir la plus plantée au monde, et même dans son pays d'origine, il est en nette décroissance, puisqu'étant passé en 1958 de plus de 37 000 hectares à un peu moins de 29 000 hectares en 2011, soit une décroissance de presque 25% en plus de 50 ans. Et à ce criant désamour actuel du Gamay, prenant ses racines dans le dédain d'un duc bourguignon d'il y a 7 siècles, je vous opposerai 3 arguments afin de mettre en perspective cet injuste vindicte populaire. Premièrement, il me semble important de nous questionner sur les modes de consommation de cette époque. Dans le livre Le vin des historiens, et plus précisément dans le chapitre Les usages du vin à la fin du Moyen-Âge, Marie-Thérèse Lorcin nous explique qu'au XVe siècle, si le travailleur manuel buvait couramment plus d'1 litre par jour, les soldats, les gardes, les seigneurs et les membres de leurs entourages s'envoyaient eux plus de 2 litres par jour. Le beau sexe n'est pas en reste non plus, puisque les pensions alimentaires attribuées aux veuves de paysans et d'artisans prévoyaient plus d'1 litre par jour. Donc forcément, à une époque où le vin était considéré comme un aliment, il fallait produire de manière massive. Or, le Gamay est un cépage qui peut avoir de très forts rendements, jusqu'à 200 hectolitres à l'hectare.
Alors certes, cela ne vous parle peut-être pas, mais pour vous donner un ordre de comparaison, sachez que sur un cru d'excellence du Beaujolais comme Morgon, eh bien le rendement maximal autorisé est de 61 hectolitres à l'hectare. Alors certes, je n'ai pas trouvé un ouvrage intitulé « Les rendements du Gamay au Moyen-Âge à l'hectare », mais je me doute bien qu'à l'époque, les viticulteurs devaient tirer sur les rendements comme des porcs, et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien vous vous retrouvez avec des vins proprement insipides. CF, la crise qu'a connue les Beaujolais nouveaux, avec les négociants peu scrupuleux qui ont voulu produire toujours plus. Mais croyez-moi sur parole, avec des rendements maîtrisés, on produit de très grands vins avec ce cépage. Mon deuxième argument nous renvoie au dernier cépage sorcier consacré à la Syrah. Si vous avez bien suivi celui-ci, vous le savez, la plupart des cépages sont issus de moult croisements entre les variétés de raisins et sont le fruit d'un brassage génétique intense. Il suffit d'ouvrir le dictionnaire encyclopédique des cépages de Pierre Gallet pour s'en rendre compte. Or, il se trouve qu'en lisant ce même ouvrage, j'ai découvert ceci. Le comte Alexandre-Pierre Audard, polytechnicien et accessoirement l'un des ampélographes les plus réputés de son époque, estimait que l'on pouvait distinguer deux variétés de gamay. Un gros gamay, ou gaméron, en Côte d'Or, cépage fertile donnant des vins durs et un peu plats, et un petit gamay, ou gamay noir, cultivé en Beaujolais, qui produit un peu moins que le gros gamay, donnant un vin d'une belle couleur, de bonne garde et bien coulant en Beaujolais. En lisant cela, ma première intuition a été de me dire que si notre gamay actuel se traînait une bien sale image, c'était à cause d'un clone de moindre qualité provenant de la Côte d'Or et répudié au XIVe siècle. Mais comme j'avais un doute sur le terme de clone, j'ai contacté directement Jean-Michel Boursicot, professeur en ampélographie et expert dans le domaine, qui a très gentiment accepté de me répondre. Et je le remercie très chaudement. Je vous laisse faire pause pour lire sa réponse en intégrale, pour ceux que cela intéresserait, mais pour faire très court, la question des homonymes dans les cépages est très complexe, alors retenez juste que le gamay répudié par Philippe le Hardy n'est pas le même que celui que nous plantons aujourd'hui dans le Beaujolais. Enfin, dernier argument, n'oubliez pas une chose, c'est que le vin est un milieu hyper prescripteur. Ainsi, notre industrie est un milieu qui fonctionne énormément à la confiance et à la hiérarchie des savoirs. Le fameux argument d'autorité, comme on dit en rhétorique. Prenons un exemple simple. Ça, c'est un Riesling 2011 de chez Nikolaïev Vachot sur sa parcelle Federspiel, et c'est absolument dingue. Il y a un niveau de complexité avec une trame saline, avec de la tension minérale, des fruits blancs et en même temps des notes d'hydrocarbures. Bref, c'est peut-être tout simplement l'un des plus grands blancs que j'ai bu de toute ma vie. Là, théoriquement, vous me croyez, puisque vous êtes abonné à cette chaîne. Et si ce n'est pas le cas, allez le faire de ce pas. Ainsi, vous avez confiance en moi, puisque vous vous dites « Ouais, je pense quand même que ce mec connaît son sujet ». En plus, c'est vrai, c'est de la pure bombe ce Riesling. Mais au final, j'aurais très bien pu vous raconter des cracks. Alors imaginez que cela fait plus de 7 siècles que de soi-disant grands amateurs de vin, un brin snobinard, voire méprisant, vous expliquent que le gamay n'est pas un cépage qualitatif et qu'il n'aura jamais ni grandeur ni race. Bref, la vérité ayant enfin été rétablie, quels sont donc les vignobles de prédilection de ce cépage? Eh bien, étant originaire de Bourgogne, il a principalement migré au sud de la Grande Bourgogne viticole, dans une région qui n'avait cure de l'ordonnance de Philippe le Hardy, puisqu'ayant principalement connu son expansion au XVIIe siècle, le Beaujolais. Oui, parce que, longue histoire, mais théoriquement, le Beaujolais appartient à la Grande Bourgogne viticole, même si, dans les faits, à mon sens, ils sont assez distincts. Bref, tout ça pour vous dire que la France concentre en 93% des vignes mondiales de gamay et 52% de celles-ci étant implantées dans le Beaujolais, cela signifie, chers amis mathématiciens, que 48% de la production mondiale de gamay provient du Beaujolais. Cet épisode sera donc quasiment exclusivement dédié à ce vignoble. Nous, il n'y a qu'un truc qui nous fait bander. C'est le Beaujolais. Donc, le Beaujolais est un vignoble du centre-est de la France qui s'étendait en 2015 sur une superficie de 15 733 hectares, située, grosso modo, du sud de Mâcon jusqu'à une quinzaine de kilomètres au nord de Lyon. Il est donc à cheval entre les départements de la Saône-et-Loire et du Rhône, bien que la quasi-totalité de ses vignes soit en réalité implantée dans le Rhône, dernier département étant aussi connu pour abriter la plus belle cuisine au monde et le plus grand club français de foot de tous les temps. Oh oui, Greg, il la sort! Le Beaujolais produit massivement des vins rouges, puisque selon les chiffres de l'Inter-Beaujolais, le gamay représentait 15 498 hectares de vignes, soit 98% de la production, contre seulement 235 hectares de chardonnay, soit 2% de vin blanc. Cependant, il est à noter que cette surface a plutôt eu tendance à se rétrécir ces dernières années, puisqu'en mars 2017, Dominique Piron, célèbre vigneron de Morgon et président de l'Inter-Beaujolais, affirmait que le vignoble avait perdu un tiers de ses surfaces. Il est d'ailleurs à dénoter que les aires principalement concernées sont celles des appellations Beaujolais et Beaujolais Village. La transition est donc toute trouvée pour vous introduire à la cartographie du vignoble. Pour faire simple et un brin grossier, de Lyon jusqu'à Villefranche, les 5545 hectares de vignes sont classés en appellation régionale Beaujolais, et, de Villefranche à Mâcon, les 4209 hectares sont en appellation régionale Beaujolais Village. Comme dit juste avant, ce sont ces deux AOC qui ont le plus morflé ces 2 dernières décennies. La raison ? L'un des coupables tout désigné est un certain vin primeur au doux nom de Beaujolais Nouveau,
qui ne peut être produit que dans ces deux AOP. Un vin cristallisé en nombre de débats, et sur lequel je ne m'appesantirai pas trop, puisqu'ayant déjà réalisé un épisode de 12 minutes à son sujet. Mais pour faire court, non, le Beaujolais nouveau n'est pas un vin de merde, il faut juste savoir trouver les bons producteurs. C'est un peu comme si vous m'expliquiez que la musique c'était de la merde, uniquement parce que vous aviez entendu Dingue de toi Nabila de Sofiane. Et non, je ne vous mettrai pas un extrait sonore, ça m'ennuierait de me faire bannir ma vidéo pour ce haut morceau du patrimoine musical français. Je suis fou de toi Nabila. Toujours est-il qu'en plus de ces deux AOP régionales, le Beaujolais compte 10 crus communaux qui ont eu le droit à leur appellation et qui ne produisent que des vins rouges issus de l'unique gamay, que sont, en partant du plus méridional au plus septentrional, Saint-Amour, qui a aussi donné son nom à un film un brin décevant, Juliena, Chéna, le plus confidentiel des crus de par sa superficie réduite, Moulin à Vent, Fleury, Chirouble, Morgon, Régnier, qui fut le dernier cru à être connu, Côte de Brouilly, et enfin Brouilly. Et clairement, si je me suis échiné à vous les énumérer, ce n'est pas uniquement dans le but de revoir mes classiques, mais déjà d'une, parce qu'ils vont constituer le gros du morceau de cet épisode, et parce que, en plus, cela va me permettre d'introduire deux notions que vous avez été très nombreux à me demander, l'influence du sol et de l'humain. Oui, parce que différencier ces crus sur le papier, c'est loin d'être évident. Parce que si je résume, ils sont tous plantés de l'unique cépage gamay, ils proviennent tous d'une même bande réduite de 25 km de long, et ils sont tous soumis à un même climat. Alors, je sais que même climat, cela risque d'en faire bondir certains qui vont me dire « Oh mais non, pas du tout, le Beaujolais c'est hyper vallonné, pas la même exposition au vent, ni le même ensoleillement », mais, pour reprendre mon exemple de mon épisode sur le Malbec, je ne suis pas sûr que la différence entre le climat de Chéna et de Morgon soit aussi intense qu'entre les Malbecs de la Touraine et ceux du sud de l'Argentine. Je dis ça, je dis rien. Bref, je vous en parlais dans mon épisode consacré à la Syrah, mais un terroir, c'est une combinaison entre le climat, le sol et le savoir-faire humain. La différence entre les crus va donc se faire principalement sur ces deux derniers points. Et pour ce qui est du facteur sol, le Beaujolais est un cas d'école. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais l'UNESCO, puisque le 17 avril 2018, la région fut labellisée UNESCO Global Géoparc. Ainsi, les vignes nichées en bordure du Massif central seront implantées soit sur des sols de granit, soit sur des sols de calcaire dur, soit sur des sols de roches volcaniques bleutées ou schisteuses, ou encore des marnes, des colluvions, des argiles résiduelles peu caillouteuses, bref, le Beaujolais est un véritable millefeuille géologique. Alors tout ça c'est très bien, me rétorquerez-vous, mais concrètement, cela apporte quoi en termes de goût ? Eh bien tout n'est pas aussi simple, et le livre Roche et vin à la découverte des vignobles suisses l'exprime très bien. En réalité, quand on parle de sol, cela englobe bien plus de notions qu'un simple plancher des vaches. Il suffit de voir le chapitrage de l'ouvrage qui pianotera pêle-mêle entre des notions de topographie, de sol, d'eau, d'éléments ou encore de porte-greffe. Il m'est très dur de vous résumer 230 pages dans un épisode qui sera déjà beaucoup trop long à monter, mais comme énoncé juste avant, les variables d'un bon sol seront pléthoriques. Par exemple, selon les types de sols, les racines de vos vignes vont aller puiser plus ou moins profondément. Il arrive même que sur certains calcaires très durs, les racines dites profondes poussent à l'horizontale. De même, quels seront les éléments importants en fonction de votre type de sol? Par exemple, les sols de quartz seront principalement constitués en silicium, là où les sols calcaires seront majoritairement chargés en calcium. Quel porte-greffe pourrons-nous planter? C'est un aspect très technique et que je ne maîtrise pas bien, donc je ne m'appesantirai pas dessus. Bref, quand on parle d'un bon sol dans le vin, c'est avant tout une alchimie, une osmose entre la roche-mère, le sous-sol, les éléments minéraux, le porte-greffe, le cépage, etc. Et plus un sol sera riche, plus on vous dira qu'un vin aura de la complexité, de la profondeur, voire même de l'acidité, comme nous l'avons vu avec l'épisode sur la minéralité et les sols calcaires. Mais vous dire qu'un sol argileux donnera des arômes de fraise et un sol sableux des arômes de sous-bois, la littérature scientifique nous explique cependant que l'on dénotera sur des parcelles limitrophes, mais aux géologies diamétralement opposées, de réelles différences. C'est ce que nous démontre Émile Pénaud avec l'exemple du Libournais, et les vins de calcaire du château Ozone, les vins de grave du château Cheval Blanc, et les vins d'argile de Pétrus. Alors que géographiquement, ils sont pourtant à seulement 3-4 km de distance. Bon, après, vu les tarifs, soyons honnêtes, je n'ai jamais fait une telle dégustation comparative. Ainsi, pour les crus du Beaujolais, je m'appuierai sur l'article Géologie et vin de Devévert, Reynaud et Rotaru, qui nous explique que le cru de Brouilly et son terrain d'andésie du Carbonifère métamorphisé par le granit d'Audenat donnera un vin fin, élégant, riche et savoureux, un vin de l'amour. Que les schistes altérés de Morgon donneront des vins généreux, charnus et robustes, que les granites faiblement altérés de Moulin à Vent donneront un vin corsé, tendre dans sa jeunesse. Cependant, je vous conseillerais quand même de prendre tout cela avec d'énormes pincettes, et cela pour une raison bien simple, c'est que l'expression du gamay dans un cru va être
énormément influencé par le facteur humain. Et pour cela, je vais prendre un seul exemple mais qui traduira parfaitement cette idée avec le cru de Moulin à Vent. Historiquement, il a toujours été considéré comme l'un des plus qualitatifs du Beaujolais. En atteste par exemple cet extrait du catalogue de 1916 du groupement lyonnais pour l'approvisionnement des soldats du front, qui proposait son moulin à vent à 3,50 francs, soit le même prix que son château Latour ou Aubryon. Un peu plus de 100 ans plus tard, je vous laisse le soin d'aller comparer si Latour et Aubryon se vendent au même tarif qu'un moulin à vent. Et donc, comme il a toujours été historiquement considéré comme l'un des crus rois du Beaujolais, eh bien, pour ce qui concerne son élevage, c'est-à-dire la partie après la vinification pendant laquelle le vin se repose et s'affine, eh bien on aura plutôt tendance à faire cela en barrique. Alors, je n'ai malheureusement pas le temps de rentrer dans le détail des élevages en fût de chêne durant cet épisode, mais pour schématiser, l'utilisation de la barrique apportera de la structure tannique ainsi que du corps au vin. Donc, si les moulins à vent sont très souvent charpentés et complexes, ce n'est pas uniquement du fait du climat, des sols de granit rose à faible altitude et du gamay, mais aussi de la main de l'homme. D'autant que, toujours en parlant d'intervention humaine, et là est la magie et la vraie particularité du Beaujolais, c'est qu'il existe plusieurs grandes écoles de vinification du gamay. La première, c'est la vinification à la bourguignonne. Alors, pour être honnête, je ne vais pas m'attarder des masses sur celle-ci, et cela pour une raison bien simple, c'est que j'ai déjà réalisé sur ma chaîne secondaire un épisode de Back to Vins où je vous explique la vinification des vins rouges. Je laisse donc le soin aux néophytes d'aller la regarder, mais pour détailler un chouïa, les grandes spécificités de cette méthode seront un égrappage de 30 à 100% des raisins, des extractions douces et lentes de la matière et des tanins, ainsi que des élevages longs en fût de chêne de plusieurs vins. L'idée étant de chercher à donner un côté bourguignon au vin. Mais l'identité du vignoble, c'est la vinification traditionnelle dite beaujolaise, appelée aussi macération semi-carbonique. Pour commencer dans cette méthode, il est primordial de récolter à la main les grappes entières de raisins mûrs dont les baies sont intactes et non foulées. On va ensuite remplir la cuve et là va se passer un phénomène proprement incroyable cher à Galilée, celui de la gravité. Sous le poids des grappes du haut, les raisins du bas vont naturellement être foulés. Du jus se libère, les levures consomment le sucre et la fermentation alcoolique commence. Or, et je répète un peu mes gammes, qu'est-ce qui se dégage lors d'une fermentation alcoolique ? Du CO2. Ainsi, ce gaz carbonique va petit à petit remplir la cuve et la priver d'oxygène. Et alors là, magie du vivant, les raisins privés de dioxygène vont enclencher, et ce malgré l'absence de levure, une fermentation intracellulaire, donc à l'intérieur de la baie, et qui va avoir de nombreuses conséquences, telles qu'une transformation d'une petite quantité de sucre en alcool, une formation de substances aromatiques rappelant le parfum du kirsch et du sherry, ou encore une réduction de l'acide malique. La semi-carbonique est tout aussi bien utilisée pour les Beaujolais nouveaux que pour les crus les plus qualitatifs. Et selon tout un tas de facteurs allant des durées de macération aux méthodes d'élevage, en cuve inox, en cuve béton, en barrique de chêne, tout en passant par la hauteur des jus ou encore la température de la cuve, eh bien sachez que l'on pourra se retrouver tout aussi bien avec des vins sur les fruits frais et goulayants que sur de grandes cuvées taillées pour la garde. Sachez aussi qu'il existe une macération carbonique totale sur laquelle a énormément travaillé un certain Jules Chauvet, dont nous reparlerons plus tard dans cet épisode. La grande différence avec la semi-carbonique, c'est que dans la totale, avant l'introduction des raisins, la cuve est préalablement saturée en CO2, puis refermée hermétiquement une fois la vendange introduite, afin d'essayer de limiter au maximum la libération de jus pour privilégier la fermentation intracellulaire. C'est d'ailleurs pour cela qu'on la réalise principalement dans des petites cuves. Après, n'étant pas technicien du vin, j'encourage très fortement les vignerons qui regarderont cette vidéo à apporter des précisions sur les questions de semi-carbonique et de carbonique. Enfin, il reste la thermovinification, une technique née dans les années 70, qui consiste à chauffer la vendange à 70 degrés pendant 30 minutes environ avant d'être pressée. Elle est principalement destinée à la création des vins avec peu de caractère et abordables, donc je ne m'attarderai pas trop sur cette dernière. Tout ça pour vous dire que je trouve ça profondément dommage que les contre-étiquettes de nos vins n'indiquent que trop rarement quel fut le mode de vinification choisi et quelle a été la durée des élevages, car là est toute la richesse de ce vignoble. Bref, vous l'aurez compris, les gamets du Beaujolais sont des cas d'école en ce qui concerne les facteurs du sol et de l'humain. Et derrière ces humains, qui sont-ils ? Eh bien, promis, et ce n'est pas qu'une question de parti pris, je pense que ce vignoble est l'un des plus dynamiques d'un point de vue du renouvellement des talents, puisque vous trouverez une fusée à 4 étages composée des domaines historiques, des vignerons établis et reconnus de toute la presse, mais aussi, du fait d'un foncier peu élevé, de toute une nouvelle génération bien décidée à faire changer les mentalités, et enfin, d'une grosse vague de vins naturels sur laquelle nous reviendrons. Ainsi, pour ce qui est des domaines historiques, je vous citerai par exemple le château Thivin, de la famille Geoffrey, avec lesquels je n'ai aucun lien actuel, mais ça ne m'étonnerait pas que nous ayons un lointain ancêtre en commun, mais aussi le château de la Chaise, le domaine de la Madone à Fleury, le domaine Piron à Morgon, le domaine Louis-Claude Desvignes, ou encore le domaine Paul et Éric Janin. Deux dernières propriétés qui pourraient elles aussi rentrer dans la catégorie vignerons adulés de toute la presse,
avec d'autres noms tels que le Château des Jacques, le Château du Moulin à Vent, le domaine Laurent Martret, les domaines Chermette, le Clos de la Roilette, ou encore le domaine Jules Desjournées, noté 4 étoiles sur 5 au guide Bétané de Sauve, et dont celui-ci se questionnait dans son édition 2019, un domaine du Beaujolais un jour à 5 étoiles, pourquoi pas? Ce qui reste à mon sens l'une des plus fabuleuses preuves que le Beaujolais est en train de retrouver ses lettres de noblesse, notamment lorsque le compliment vient de la part d'un guide que j'ai toujours trouvé assez frileux envers ce vignoble. Sans mauvais procès d'intention. Vient ensuite toute cette nouvelle génération de talents qui fourmillent. Dans mon précédent épisode sur le nouveau, je vous avais par exemple parlé du château de Javernant, de Nicolas Chemarin, de Raphaël Chopin, des frangins Sunier et de Frédéric Berne, mon gars sûr, qui se bat avec son association pour créer le 11e cru de Lantigné. Mais j'aurais tout aussi bien pu vous parler de Guy Godard, du domaine de la Pierrolette, de Marie-Élodie Ziguera du Clos de Metz, d'Anne-Sophie Dubois, de Guillaume Strickling, ou encore d'Arnaud Bridet du domaine des Chers. Et pour ceux qui voudraient encore plus de noms, je vous encourage à aller jeter un œil au programme du dernier Bien boire en Beaujolais, puisque rassemblant la crème de la crème des vignerons. Enfin, et parce que vous êtes très nombreux à me demander en message privé quand est-ce que je vais réaliser un épisode sur le vin naturel, eh bien sachez que le Beaujolais fut l'un des vignobles précurseurs en la matière, et cela pour une raison bien simple, Jules Chauvet. Donc, Jules Chauvet était un négociant éleveur de vin, aussi accessoirement chimiste, qui était installé à la chapelle de Guinchet. Ses travaux énologiques porteront principalement sur les levures, la fermentation malolactique et la fameuse macération carbonique dont je vous parlais en préambule. Or, la macération carbonique permettant d'éviter l'utilisation du soufre, c'est pour cette notoire raison qu'il est aujourd'hui considéré comme l'un des pères du mouvement des vins naturels. Et en tracer la voie, il emmènera dans son sillon nombre de vignerons qui deviendront des pierres angulaires du vin naturel dans le Beaujolais, tels que Marcel Lapierre, clairement le plus réputé d'entre tous, Jean Foyard, mon chouchou dont j'adore la concentration de ses morgons, Jean-Paul Thévenet, Guy Breton ou encore Jean-Claude Lapalus. Et ces figures du mouvement inspireront à leur tour toute une nouvelle génération de vignerons nature, parmi lesquels je pourrais vous citer Romain Zordan, qui a notamment une cuvée spatiale parfaite pour les bars à vin trendy, Julien Merle, Sylvère Trichard du domaine Séléné, dont je vous recommande d'ailleurs très fortement sa cuvée de Chardonnay, ou encore David Large, l'électron libre du vignoble, et dont j'adore sa communication proprement décomplexée. Pour vous donner un ordre d'idée, il s'est associé avec Trauma Entertainment, boîte de production américaine mondialement connue des amateurs de nanars pour des pépites telles que The Toxic Avenger ou Troméo et Juliette, pour réaliser la vidéo de présentation de son domaine aux airs de clip de Rapules. Bref, j'en resterai là pour le moment puisque oui, promis, un jour, le vin naturel aura droit à un épisode, mais qui compte s'y initier, ne peut passer outre le Beaujolais, puisqu'étant la colonne vertébrale de ce mouvement. Et en dehors de mon plaidoyer pour le plus grand vignoble du monde, où d'autres trouve-t-on le Gamay? Eh bien principalement dans les vignobles de Loire. Et non, je ne vous dis pas le vignoble de la Loire, puisque se déroulant du Forêt jusqu'aux portes de Nantes, il me semblerait bien ubuesque de parler d'un vignoble. Ainsi, le Gamay sera très présent dans les côtes du Forêt, autre vignoble implanté sur les versants du Massif central, où il est localement appelé Gamay de Saint-Romain, ainsi que dans les côtes d'Auvergne, et dont le domaine Sauva est l'une des valeurs sûres. Toujours en Loire, sachez que plus au nord, la Touraine est aussi une terre d'accueil importante du Gamay, bien qu'à titre purement personnel, je suis moins friand des rouges de cette région, qui me semble plus léger et minéral, de par l'influence des sols d'argile à silex et de sable sur lesquels les vignes reposent. Sachez aussi, chers amis savoyards, que non, je ne vous oublie pas, puisque cette variété est la plus répandue dans votre bien beau vignoble, devançant même d'un rien l'emblématique Mondeuse Noire. Et si pour le Forêt, l'Auvergne, la Savoie ou encore la Touraine je n'ai cité que très peu, voire pas de domaine, c'est parce que, étant tatoué Beaujolais, je bois principalement des gamets de cette région, et je reconnais de manière un brin honteux que je ne fais pas toujours l'effort de m'intéresser aux productions externes. Par contre, chers amis suisses, bien que votre pays représente près de 4,65% de la production mondiale, ce n'est pas pour les mêmes raisons qu'il me sera bien difficile de parler de vos gamets. Parce que c'est très bien d'avoir un SMIC à 3000 € les gars, hein, félicitations, mais pour nous autres petits français, lorsqu'il s'agit d'importer vos quilles, ça tape vite au portefeuille. Et surtout, lors de mes recherches, eh bien, je me suis rendu compte qu'en réalité, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des cuvées en 100% gamay. Par exemple, si je prends Marie-Thérèse Chapa, la plus réputée des vignerons de Suissesse et l'une des rares productrices à bien distribuer en France, ces gamets sont assemblés avec ses pinots noirs, comme pour sa cuvée Grain Nature. Ainsi, je pourrais seulement vous dire que selon Jancis Robinson, les plus beaux gamets se retrouveront dans les cantons de Vaud, du Valais et de Genève, chez des producteurs tels que Gérald Bess, Frédéric Dumoulin, Henri et Vincent Cholet, ou encore Denis Mercier. Enfin, si je vous faisais croire en introduction que le gamay était mondialement répandu, dans la réalité, ce n'est que sur de très maigres superficies. Pour reprendre les exemples du début, la Turquie ne compte que 256 hectares de vignes, l'Italie 159 hectares, le Canada 133 hectares, et seul un petit hectare peuplait les rangs de vignes de l'Argentine en 2010. Par contre, je serais très curieux de goûter. S'il y a quelqu'un qui arrive à m'en dénicher une bouteille, je lui offre un sandwich. À la fraise. Et donc, comment goûte-t-il le gamay? Eh bien, une fois n'est pas coutume,
Je commencerai par ses arômes plutôt que par sa structure. Le Gamay est un cépage qui possède de nombreux niveaux de lecture, parmi lesquels on retrouvera les fruits rouges, comme avec la fraise, la framboise ou la groseille. Les fruits noirs s'affirmeront aussi, comme avec le raisin frais, la mûre ou encore la prunelle. Les notes florales sont aussi très présentes, puisque la pivoine, l'iris et la violette sont des marqueurs très réguliers sur des crus du Beaujolais, mais j'aurais tout aussi bien pu vous citer la rose ou le muguet. Les épices ne sont pas en reste, puisque nombre de gamets s'exprimeront sur le poivre noir, voire plus occasionnellement sur la réglisse et la cannelle. Enfin, de par les sols granitiques du Beaujolais, il n'y aura rien de surprenant à retrouver une trame minérale. En vieillissant, ces vins auront tendance à pinoter, une expression qui pourrait se traduire par un mélange entre la cerise kirschée, le noyau de fruits et la terre fraîchement retournée. On retrouvera enfin des arômes de sous-bois, d'humus et de fruits sauvages, voire même parfois de chocolat. Et pour ceux qui me demanderont « Et la banane ?» Je vous dirais juste d'aller vous faire foutre. Elle était présente dans les très mauvais Beaujolais nouveaux bourrés de vilaine levure, mais elle n'a rien à faire dans les très grands gamets de vignerons artisans. Et donc, pourquoi tenais-je à vous parler en dernier de sa structure? Eh bien, comme vous pourrez le voir via ce magnifique petit pentagone biscornu, le Gamay est un cépage très peu tannique, assez faible en alcool, et dont l'équilibre se fera principalement entre son fruité et son acidité. Et la particularité de cet équilibre est le dénominateur des vins dits light bodied, comme le disent si bien nos amis anglo-saxons. Une notion que j'avais d'ailleurs déjà introduite dans le cépage sorcier 4, consacré à la Syrah, et que j'avais traduit en français par souple, léger. Or, les vins light bodied me semblent être parmi les plus passe-partout en termes d'accords culinaires, et donc parmi les plus intéressants. Parce que clairement, les vins full-bodied, puissants, structurés, opulents, se marieront difficilement avec autre chose qu'une cuisine burnée. Il me semblerait être un sacrilège d'envoyer un Pauillac seul en apéritif. De même, les vins medium-bodied, ronds, gourmands, comme les Grenaches, seront parfaits pour accompagner des tapas ou de la cuisine méditerranéenne, mais, de par leur structure tannique, seront là encore moins évidents à marier que les vins light-bodied. A contrario, des cépages légers comme le Gamay, le Pinot Noir, le Pinot de Nice ou le Poulsard pourront s'envoyer seuls en apéritif ou sur de la charcuterie. Typiquement, un fleuri sur une planche de charcuterie, ce sera juste divin. Puisque venant contrebalancer le gras de la cochonaille, de par sa belle acidité. Ils peuvent même se tenter sur deux des accords les plus compliqués au monde pour les rouges, le poisson et le fromage. Oui, parce que contrairement à une idée reçue, on peut tenter des poissons avec des vins rouges, mais à deux conditions. La première étant que l'on soit sur des vins très peu tanniques, puisque les protéines de poisson et les tanins ne se marient pas du tout ensemble. Et la deuxième, c'est qu'il faut que l'on soit sur des poissons bien savoureux et de préférence bien saisis, comme avec une cuisson au barbecue. Et en second, vient le cas du fromage. Alors, je sais que tout le monde savoure son fromage avec du vin rouge, mais dans l'univers de la sommellerie, c'est un brin considéré comme un blasphème, puisque les tanins, en contact des ferments lactiques, vont venir créer une sensation d'âcreté en bouche et viendront se confronter de manière trop violente au gras du vin. Bon, après, je suis pas votre père, je sais que c'est une cause perdue et vous faites bien ce que vous voulez au final, mais sachez que nombre de professionnels se battent contre cet accord cliché. Sauf que, aux joies, au bonheur, au priapisme, les vins peu tanniques, eux, pourront se marier avec des fromages à pâte molle et à croûte fleurie comme le brie à Savarin, le brie de Meaux ou le Saint-Marcelin. Or, des vins issus de cépages peu tanniques, eh bien c'est bien moins répandu qu'on ne le croit. Le Pinot de Nice est une variété en voie de disparition et présente dans de très rares appellations comme les coteaux du Vendômois. Le Poulsard est un cépage autochtone du Jura, alias l'un des plus petits vignobles de France, donc là encore peu de production. Et enfin, le Roi Pinot Noir est très présent en Bourgogne, mais les prix sont tellement en train de péter les plombs et de virer au grotesque que si vous cherchez des vins light-bodied accessibles et avec du volume, eh bien le Gamay me semble être le cépage tout désigné. Allez, je vais encore faire ma pub, mais à titre d'exemple, le Morgon de chez Frédéric Bern, qui est juste une petite tuerie, eh bien je vends ça sur Vinstache la boutique au tarif de 17 € la bouteille. Vous m'appellerez les Bourguignons le jour où vous trouverez un Gevrey Chambertin premier cru issu d'un vigneron réputé vendu à 17 €. Ma ligne devrait pas trop être saturée d'appels. En conclusion, le Gamay Noir est un cépage noir bourguignon, né d'un croisement entre le Pinot Noir et le Gouais Blanc, dans le petit hameau de Gamay, localisé dans la commune de Saint-Aubin. Si aujourd'hui il se traîne une bien triste réputation, c'est à cause du duc Philippe le Hardi, qui le bannit de ses terres bourguignonnes le 31 juillet 1395. N'oubliez pas cependant que les volumes de production de l'époque étaient bien plus intenses, or, pour qu'un vin soit qualitatif, il faut maîtriser ses rendements, que le Gamay répudié au XIVe siècle correspondait au gros Gamay, qui n'est pas la même variété que le petit Gamay ou Gamay Noir aujourd'hui vinifié, que le vin est un milieu de hiérarchie des savoirs où le lien de prescription est très important. Et il est aujourd'hui difficile de déconstruire 7 siècles de suffisance envers un cépage qui gagnerait à être bien plus reconnu. Son principal vignoble d'implantation est le Beaujolais,
puisque celui-ci concentre près de 48% de la production mondiale. Vignoble de 15 733 hectares, s'étendant du sud de Mâcon jusqu'au nord de Lyon. Il se compose de deux AOP régionales que sont Beaujolais et Beaujolais Village, qui, de par leur production d'un certain vin primeur ou nouveau très décrié ces dernières années, ont vu leur surface drastiquement réduire. Au nord, le vignoble se compose de 10 crus, uniquement en rouge, qui méritent amplement votre attention. Comment les différencier? Eh bien c'est là un exercice de style peu évident et assez technique. Jouissant d'un même climat et d'un unique cépage, la typicité de ces vins se fera principalement via le sol et le facteur humain. L'un des plus beaux exemples étant les sols granitiques qui pourront donner des vins radicalement opposés en fonction du travail du vigneron. Il suffit de comparer les moulins à vent charnus et corsés aux fleuris fruités et légers. La vinification jouera elle aussi pour beaucoup sur le résultat final, puisqu'elle pourra être réalisée à la bourguignonne, en macération semi-carbonique voire en carbonique tout court, notamment pour les vins nature, et enfin la thermovinification. Ajoutez à cela des élevages plus ou moins longs, et vous commencerez doucement à comprendre pourquoi le Gamay, ça se mérite. Je vous encourage très fortement à vous intéresser à ce grand vignoble si injustement décrié, puisque mêlant des domaines historiques, des propriétés référentes à la réputation assise, une génération de nouveaux talents hyper impliqués, et enfin un mouvement naturel précurseur en la matière, de par l'héritage laissé par Jules Chauvet et ses apôtres. Aussi répandu en Loire, en Savoie, en Suisse, et de manière minoritaire dans quelques autres pays, j'avoue être un brin trop ethnocentré sur le Beaujolais pour pouvoir vous en parler. Là est la limite de cet exercice, je ne suis qu'un homme. Un homme comme les autres, avec des rêves, des émotions. C'est pour ça que jamais je ne mettrai un corps étranger dans mon cul. Jeune, le Gamay s'exprimera sur les fruits rouges et noirs, ainsi que sur des notes florales. Les épices ne sont pas en reste, puisque nombre de Gamay s'exprimeront sur le poivre noir, voire plus occasionnellement la réglisse et la cannelle. En vieillissant, ils auront tendance à pinoter et s'ouvriront sur un noble bouquet de sous-bois, d'humus et de fruits sauvages, voire même parfois de chocolat. Cépage très peu tannique et assez faible en alcool, son équilibre se fera principalement entre fruité et acidité, ce qui est l'une des particularités des vins light-bodied ou souples légers encore. Or, ces vins sont de véritables passe-partout en termes d'accords, puisque pouvant se boire seul à l'apéritif, avec de la charcuterie, voire même sur deux des accords les plus complexes pour les vins rouges, le poisson et le fromage. Rares sont les vins light-bodied accessibles et avec beaucoup de volume de production, alors ne négligez pas ce très grand cépage si injustement dénigré.